En septembre 2021, j'avais coupé des câbles d'antenne 5G. La brigade criminelle m'a retrouvé. Elle a débarqué chez moi à 6h du matin. Et quand je les ai ouverts, il tenait son taser. Je lui ai dit, c'est bon. Il m'a mis les menottes et puis ils ont cherché des affaires chez moi. Le sac avec la disqueuse. Ils cherchaient un t-shirt jaune parce que j'apparaissais sur une vidéo de surveillance avec un t-shirt jaune. J'ai dit, c'est dans les linges sales. Il y en a un autre, il a pris mon téléphone sur la table. Il m'a demandé, c'est à vous ce téléphone, monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le code? Non. Pourquoi? C'est privé. Ah, vous savez que c'est une infraction pénale. Pourquoi ils veulent mon code? Ils avaient déjà mes conversations, mes appels. Ils avaient mis sur une carte mes timestamps avec mes déplacements. Ils avaient tout. Ils veulent mon code en plus. Pourquoi? Il va me le demander deux fois je vais refuser. On sort et ils me font monter dans leur petite voiture blanche banalisée. Je me mets à l'arrière avec deux personnes autour de moi et on va traverser tout le périphérique jusqu'à Porte de Clichy. Arrivé là-bas, la garde à vue va commencer. Je m'assois, j'attends et j'attends que le policier arrive pour m'interroger. Il avait une liste de tous les sites, il y en avait 18, 19, tous les sites que j'ai faits. Et j'ai reconnu tout de suite, j'ai dit ça c'est moi, c'est moi, c'est moi. Même là, vous voyez, j'en ai fait 2 dans la même soirée. Moi, j'ai rien fait en cachette, je fais rien pour qu'on me retrouve pas. Et je leur ai même dit, vous êtes venus, comme le Seigneur au jardin de Gethsemane, vous êtes venus me saisir en pleine nuit comme si j'étais un brigand. Fallait m'appeler, tu m'envoies un mail, je viens directement. Ensuite, je vais subir un examen psychiatrique où je vais expliquer les raisons. Je lui dis 5G, vaccin, combinent ensemble pour rendre malades les gens. Ça va rendre malades des maladies graves, potentiellement mortelles, et c'est pour ça que j'ai coupé la 5G. Mais il m'a pas cru, parce qu'il m'écoutait même pas déjà, et puis il avait déjà rédigé ses conclusions avant que je parle. Et pourtant, tout ce que j'ai dit, on pourrait le vérifier par la science. Il faut prouver la présence d'oxyde de graphène dans le vaccin. Il y a déjà des études qui montrent que l'oxyde de graphène injecté dans le sang induit un stress oxydatif. C'est un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants qui crée un stress oxydatif à l'origine de tous les effets secondaires qu'on entend. Le stress oxydatif explique les inflammations, les maladies neurodégénératives, maladies liées au vieillissement, les problèmes de vue, les myocardites, les péricardites, tout peut être expliqué par le stress oxydatif. Et exposé à la 5G, l'oxyde de graphène va travailler encore plus vite. Donc on va arriver encore plus rapidement au stress oxydatif. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont des effets secondaires aujourd'hui, vous avez raison de demander des comptes à Pfizer. Mais il faut aussi demander des comptes aux opérateurs téléphoniques parce que vaccin et 5G combinent ensemble. Et si demain on éteignait la 5G, je pense que les effets secondaires diminueraient, s'estomperaient, les gens souffriraient moins. Le soir, ils me font descendre dans le parking. Je monte dans une camionnette de police. Ils avaient aménagé à l'arrière des cabines avec un petit banc. Et on est serré comme ça, enchaîné, au niveau des pieds et au niveau des mains. C'était très inconfortable. On arrive à l'hôpital Hôtel Dieu, où je vais subir un deuxième examen psychiatrique. La femme s'assoit en face de moi, elle exhibe fièrement son badge « Je suis vacciné » et je lui dis moi en fait j'ai suivi mes rêves. J'ai fait des rêves sur le vaccin, la 5G, et c'est pour ça que j'ai coupé les câbles. Et vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de rêves. C'est un canal que Dieu utilise pour nous envoyer un message. Il y a Joseph dans l'Ancien Testament, Joseph dans le Nouveau, il y a plein de rêves, il n'y a que des rêves dans la Bible. Et elle m'écoute, et je crois qu'elle m'a un peu cru. Un peu cru parce que elle avait le pouvoir de me faire enfermer directement dans l'hôpital psychiatrique, elle ne l'a pas fait. Elle a considéré que j'avais toute ma tête pour pouvoir aller jusqu'au procès. Le lendemain, je passe en comparution immédiate. Je rentre dans le tribunal. Il y a les avocats, les juges, une audience. Et j'écoute. J'ai rien préparé, j'écoute.
Bouygues 300 000 euros, Free 100 000, etc. etc. Des montants délirants. Mais moi je leur dis, j'ai coupé des câbles. Il faut réparer, mais vous mettez du scotch, c'est réparé, ça fonctionne. Donc tous vos montants, c'est surréaliste. Et puis, concernant les préjudices des clients, en fait, quand une antenne tombe, une autre prend le relais. Donc vous avez votre téléphone dans la main, votre téléphone a automatiquement basculé de l'antenne vers l'autre. Et la conversation continue, c'est transparent pour l'utilisateur, il n'y a eu aucun impact. Et puis après, leur avocat va dire je suis un dangereux complotiste qui prétend qu'il y a une puce dans le vaccin. Mais je n'ai jamais parlé de puce, je n'ai jamais prononcé le mot de puce. Je parle d'oxyde de graphène. Les juges délibèrent, je sors, je reviens, et ils renvoient les intérêts civils, les réparations, les préjudices clients, à une autre date. Et il va suivre l'avis du premier psychiatre. Il aurait dû aussi écouter l'avis du deuxième psychiatre, il n'en a pas tenu compte. Et me faire enfermer en hôpital psychiatrique. Alors que je suis pas malade. Je redoutais de raconter cet épisode, parce que c'est des souvenirs que j'avais enfouis, donc il fallait encore les fouiller pour les faire ressortir de ma mémoire. Et puis j'avais un peu honte, les gens vont se moquer de moi. Donc est-ce que je raconte? Est-ce que je raconte pas? Qu'est-ce que je raconte? Je vais tout raconter. Les gens vont se moquer, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il faut laisser les moqueurs se moquer, Dieu les entendra, et peut-être qu'il aura compassion de moi. Après le procès, une ambulance me conduit à l'hôpital. Sur le chemin, un des deux ambulanciers se retourne et me demande si j'ai la carte vitale. Non, j'ai pas la carte vitale. Et je sais pas, je comprends pas, ils sont en train de m'emmener à un endroit où je veux pas aller et ils veulent que je paye. Et puis ils sont pas déjà payés pour ce trajet. Ou bien ils veulent être payés une deuxième fois, mais de toute façon j'ai pas la carte vitale, j'ai pas d'argent. Je suis sorti de chez moi, j'avais les menottes dans le dos. On arrive là-bas et je suis conduit à l'isolement. C'est une chambre fermée à double tour, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir, je vais rester là-dedans. La garde à vue continue, mais il y a un vrai lit. Pas confortable, mais il y a un lit. Le lendemain, une infirmière frappe. Elle entre, je dois vous faire passer un test Covid nasal. Elle arrive avec le gros bâton comme ça, moi je lui dis non, moi j'ai jamais fait, je suis pas à l'aise. Et puis, mais vous inquiétez pas, je suis pas malade. Je viens de faire 3 jours de garde à vue, j'ai été confiné 3 jours. Donc j'ai rencontré personne, je suis en pleine forme, j'ai pas le Covid. Elle insiste, je lui demande, on peut pas faire autrement? On va faire une prise de sang. J'ai horreur de ça aussi, mais ok. L'après-midi, on frappe. Un médecin rentre avec un autre jeune médecin. Et il me pose des questions sur ce que j'ai fait, on parle même d'autres sujets, ça se passe bien. Moi, je veux leur montrer que je suis quelqu'un de calme et que je suis pas malade. Et ça se passe tellement bien que je leur dis, hier, quand je suis rentré, j'ai vu une femme traîner par terre et qui était en train de crier. Et la nuit, je l'entendais crier à travers la porte. Ils se regardent entre eux, oui, ça doit être madame blablabla. Mais vous savez, ça c'est spirituel. Est-ce que je peux vous lire un passage dans l'évangile? Mes parents m'avaient ramené une Bible. Je vous lis un passage dans l'évangile si ça vous intéresse. Ah oui, bien sûr, allez-y. Je lis Luc chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes « Hypocrite ! Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Je termine la lecture, et ils disent « Ah, c'était intéressant, hein, c'était très intéressant. » Et moi, je croyais qu'ils étaient vraiment intéressés. Et je leur dis « Cette femme, elle souffre depuis trop longtemps. Amenez-la moi. » Comment ça ? Le miracle que Jésus a fait, on va le refaire. Il a donné la puissance aux chrétiens de guérir les malades, de chasser les démons. Donc ce miracle qu'il a fait, on va le refaire. Amenez-moi la femme, elle va être délivrée, sa souffrance va s'arrêter aujourd'hui. Ah non, on peut pas faire ça, c'est impossible. Bon, dommage. Dommage pour la femme surtout. Ils sortent, je ferme la Bible et je la pose sur la commode à côté du lit. Retenez bien ça. Le soir, une autre infirmière rentre. Le médecin a prescrit des médicaments, vous devez les prendre. Quoi ? Mais non, moi je suis pas au courant, il m'a rien dit. Mais non, je prends pas de médicaments. Elle s'avance vers moi, elle allait insister. Elle tourne sa tête et elle voit la Bible sur la commode. Elle s'arrête, elle recule. Elle fait demi-tour, elle ressort directement. Elle a dû avoir peur de la Bible, moi ça m'arrange. J'ai échappé aux médicaments pour l'instant. Le lendemain, 2e jour à l'hôpital, on frappe. C'est le médecin stagiaire qui arrive sans le médecin titulaire. Le médecin a prescrit des médicaments, vous devez les prendre. Moi je dis non. Il insiste. Moi je dis non mais moi je suis calme, vous pouvez me laisser enfermer ici pendant des jours, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, me donnez pas de médicaments. Il ressort et il revient avec 2 gaillards. Et il me dit, tu sais, en rigolant, en se moquant, méchamment, soit tu prends les médicaments, soit c'est la piqûre. Il voulait le faire. Et il l'avait déjà fait à une patiente d'un autre service. La piqûre, ça veut dire, ils te soulèvent, ils te plaquent contre le lit, ils te piquent et ils peuvent même te garder attaché sur le lit. Ils ont gardé la femme attachée sur le lit pendant 1 semaine. Elle s'était plainte au médecin, elle a dit depuis que je prends vos médicaments, j'arrive plus à uriner. Bon, je fais quoi ? Il y a 2 colosses devant moi. C'est quoi, je vais me battre ? Non, je sais pas me battre. Je me suis jamais battu, je ne sais pas. Et même si je gagne, je vais où après ? Il y a encore une porte fermée derrière. Et puis, si je m'enfuis, ils vont appeler la police parce que je suis hospitalisé sous contrainte. La police, elle va me retrouver en 2-2 et ils vont me ramener là et je vais terminer comme la femme. Allez, passe-moi les médicaments. Et il a voulu me rassurer et il m'a dit « Si le médecin l'a prescrit, c'est pour votre bien. » Oh là 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 là. Ils ressortent. Moi, je m'effondre, je me mets à genoux. Je pleure, je prie, je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ?» 3e jour, on me change de service. Je vais toujours à l'isolement, mais dans un autre bâtiment. Plus tard, je demanderai « Mais pourquoi vous m'avez tenu aussi longtemps à l'isolement ?» Ils vont répondre « Parce qu'on ne connaissait pas. » On frappe. L'infirmière arrive avec le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est le repas un petit peu mieux que les autres. Parce qu'il n'a pas été préparé par des gens. Il y a du pain, une barquette de confiture, une barquette de beurre, du chocolat au lait, un yaourt, un fruit. Et je conserve le pain, je coupe un petit morceau de la taille d'une gélule, une pilule, un médicament. Je le mets dans ma bouche, sous la langue, je fais mine d'avaler, je recrache. Je recoupe un 2e morceau. Je recrache 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a des gens qui font ça très facilement, moi je dois m'entraîner. Ainsi, lorsque l'infirmière va arriver, je vais pas dire non, je prends, et vous savez, elle attend comme ça devant vous. Que t'avales. J'avale, elle s'en va, je recrache. Et j'ai fait ça tout le séjour. Et tous les soirs, quand c'était l'heure du médicament, j'avais la boule au ventre. J'y allais parce que je savais pas si j'allais réussir. Et quand je réussissais, je rendais gloire à Dieu parce que pour moi, c'est quelque chose de très difficile de faire ça. Il faut tout faire pour éviter les médicaments,
Pour préparer cette vidéo, j'ai retrouvé le médicament qui m'administrait. Zyprexa est un médicament antipsychotique de seconde génération dont la substance active est l'olanzapine. Il est principalement utilisé pour traiter la schizophrénie, les épisodes maniaques liés aux troubles bipolaires. Mais j'ai rien de tout ça. Et il y a une liste d'effets secondaires comme ça. Somnolence, prise de poids, fièvre, vertige. Et ça, c'est rien. Hein. Écoutez la suite. Fatigue intense, faiblesse inhabituelle, tremblement, mouvement ou grimace involontaire, convulsions, spasmes musculaires incontrôlés du visage, bégaiement, salivation excessive, difficulté à uriner. Et ça peut même être mortel. AVC, trouble du rythme cardiaque, mort subite d'origine cardiaque. Voilà ce que j'essayais d'éviter. Et entre patients, là-bas, on s'encourage entre nous pour pas le prendre. Parce que tu rentres là-bas, tu es en bonne santé, tu ressors, si tu ressors, tu trembles, tu baves, tu bégayais pas, tu bégayes maintenant. T'as des problèmes de cœur, des picotements au cœur, tu peux même en mourir à cause du Zyprexa. Les semaines passent. À quoi ressemble le quotidien là-bas? On attend dans la chambre. On va à la salle télé et on attend qui? Une infirmière qui frappe. Le médecin veut vous voir. Et la première fois qu'elle m'a reçu, elle était assise sur son bureau comme ça, il y avait son PC devant elle. Elle monte le PC et elle dit, tu vois, la semaine dernière t'as coupé les câbles à Anthony. Je suis pas arrivé à me connecter. Elle essayait de se connecter au réseau de l'hôpital. Mais c'est pas moi, c'est pas la 5G, c'est impossible. Je vais décrire le trajet de l'information. Derrière son PC, il y a un câble Ethernet branché à une prise murale. Derrière le mur, il y a un câble réseau qui est connecté à un switch. Tous les PC de l'étage sont connectés à ce switch. Hein, c'est une multiprise réseau. Derrière ce switch, il y a un câble qui va vers le serveur interne de l'hôpital. Et dans ce serveur, elle a toutes ses données, tout son travail, ses mails, ses ordonnances, ses fiches clients sont ici. On n'est même pas encore sur Internet là. Hein, le fournisseur d'Internet n'intervient pas. Maintenant, disons que sur son PC, elle a aussi accès à Internet, elle va sur Google, elle fait ses recherches. Là, il y a un deuxième câble derrière le switch. Le premier va vers le serveur interne, le deuxième est acheminé vers le routeur, qui est aussi dans la salle serveur de l'hôpital. Le routeur est la passerelle vers Internet, c'est l'équivalent de notre box Wi-Fi à nous. Et à partir de cette box Wi-Fi, le fournisseur Internet branche sa fibre optique et tire les câbles sous les trottoirs, sous les rues, dans des souterrains, jusqu'au data center de Google. Donc on ne passe jamais par les antennes qui sont situées sur les toits. Les antennes 4G, 5G n'interviennent pas dans tout le chemin. Donc elle a eu des problèmes de connexion, c'est pas moi, c'est impossible que ce soit moi. Elle a fait une fausse accusation parce qu'elle savait pas. Et j'ai rien dit. Il faut être très prudent à ce que tu lui dis. Hein, elle me posait des questions sur la 5G. Non, quelle erreur. Je regrette d'avoir coupé. C'était une erreur, j'ai fait n'importe quoi, je referai plus. Il faut lisser son discours. T'es obligé. Si tu glisses, moi j'ai glissé une fois. Hein, j'ai voulu raconter un rêve que j'avais fait, elle m'a regardé. Ok, 5 mg ça suffit pas, on passe à 10 mg. Elle a doublé la dose de Zyprexa. Moi j'étais là, non, faites pas ça s'il vous plaît. Elle s'en fout, pitié s'il vous plaît. Elle s'en fout complètement, t'as rien à dire. Et le seul point positif là-bas, c'est les patients. Hein, quand tu sors de l'isolement, tu rencontres d'autres patients, et avec certains, je m'entendais bien. Et vous savez que parmi les patients, certains ne sont pas vaccinés. Hein. Il y a le vaccin disponible juste là, juste à côté, dans la salle à côté, ils ont refusé. Les médecins harcèlent les patients pour qu'ils le prennent. Mais ils n'ont pas le droit d'obliger, c'est différent des médicaments. Certains patients ont tenu bon. Et quand j'ai demandé la raison à une femme, pourquoi tu l'as pas pris? Elle m'a répondu, parce que je sais que c'est le venin du serpent. Ah. Mais comment elle sait ça?
Savoir que le vaccin c'est le venin du serpent, c'est une révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Et dans son plan parfait, le Seigneur a révélé ce secret aux petits, aux gens qui sont enfermés, qui sont malades, qu'on méprise, qu'on ignore, qu'on maltraite, qu'on torture, et pas aux grands. Et justement, un soir, on mangeait tranquillement dans la grande salle. C'était calme. L'infirmier de nuit arrive. Sur son temps de travail, il arrive et il déboule dans notre salle et il commence à crier. « Moi, je suis vacciné. Certains n'ont pas voulu faire le vaccin. Je vous préviens, je vais pas tomber malade à cause de vous, donc il faut que vous fassiez vacciner. » Lui, visiblement, n'a pas eu la révélation du Seigneur. Et pourquoi il crie comme ça? Il profitait de son autorité, parce que c'est à l'hôpital et on est en train de parler à des malades, comme si tu vas crier sur une personne âgée dans un EHPAD. Personne ne va répondre. Tu réponds, tu vas te faire frapper. Tu réagis, tu vas terminer à l'isolement. Et c'est ce même genre de personnes, tu les retrouves dans un autre cadre. Ils vont te parler de leur métier. Ouais, moi j'ai choisi d'être infirmier parce que je suis proche des gens. J'aime les gens. Je vais vous montrer comment ils aiment les gens là-bas. Je vous raconte une dernière histoire. Il y avait un patient asiatique dans le service, assez âgé, peut-être 60 ans, un peu plus. Et ce jour-là, il avait une permission. Une permission, tu sors de l'hôpital et tu reviens à la fin de ta permission. Mais malgré sa permission, il est revenu dans l'hôpital à l'heure du dîner. Pourquoi? Dans l'espoir de pouvoir manger. Il voulait juste manger. On lui dit non. On lui dit, non, t'es en permission. T'es pas dans le budget aujourd'hui. Donc on n'a rien pour toi. Il se rend dans la salle des infirmiers et il leur dit, écoutez, moi, chez moi, j'ai rien à manger. J'ai pas d'argent pour acheter à manger. Est-ce que vous pourrez me prêter de l'argent pour que je puisse manger ce soir et je vous le rembourse demain? Personne répond. C'est pas un inconnu, c'était pas un étranger. C'est une personne du service qui est là depuis des années. Ils vivent ensemble dans le même bâtiment depuis des années. Personne n'a bougé. Il ressort, il est un peu déboussolé. Il doit se demander, mais pourquoi je suis venu ici? Parce que tu connais que ici, mon frère. Tu connais personne dehors, t'as pas de famille, tu connais que ici, t'as bien fait de venir ici. Je l'appelle. Mes parents me passaient de l'argent, il me restait 10 euros. C'est pas beaucoup, 10 euros, je lui donne. Il me remercie, il prend l'argent, il ressort directement, il retourne chez lui. Le lendemain, il revient, il veut me rembourser. Je refuse. Et il me dit, c'est pas normal. Il me dit, c'est pas normal ce que t'as fait, personne me donne d'habitude. Et moi, je lui dis, non, c'est pas normal ce que eux t'ont fait. Ils pouvaient t'aider, ils l'ont pas fait. Et il m'a dit, c'est pas normal, il sait même plus ce qui est normal, ce qui est pas normal. Il est resté tellement longtemps, trop longtemps dans ce service, entouré d'infirmiers qui ont le cœur endurci. Et ce qui est normal, ça m'étonne pas, ils empoisonnent les gens à longueur de journée. Alors ils vont dire, c'est pas nous, c'est le médecin. Le médecin est plus coupable que toi, mais pour toi aussi il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est ça. Au début de ta carrière, t'es encore innocent, on te demande de donner des médicaments, tu vérifies. Tu vois aussi, tu sais lire la liste des effets secondaires. Donc t'es un peu réticent, le médecin insiste, tu donnes. Mais tu regrettes, est-ce que ça va lui faire plus de mal que de bien? Ça te travaille, tu vois. Le lendemain, pareil, mais ça te travaille déjà moins. Et puis après, c'est bon, il n'y a plus de culpabilité, de regret. Ils ont éteint leur cerveau. Alors, quand le patient demande de l'aide, personne répond. Personne répond. Ils sont devenus insensibles. Jésus dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est exactement ça. Et je suis resté 69 jours à l'hôpital. 60, c'est long. C'est très long, surtout quand t'es pas malade. Et tout le monde le savait que j'étais pas malade. Les patients, les infirmiers. Il y a une infirmière,
Elle était encore toute jeune, encore à l'école. Et c'est pour ça qu'elle a eu le courage de me dire, toi, t'as rien à faire ici, t'es pas malade. Moi, je lui ai dit, mais je sais ça. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est au médecin. Mais même le médecin, elle le savait. Elle le savait que j'étais pas malade. Elle m'a gardé pendant 69 jours. Et elle m'a même donné des médicaments. Mais pourquoi elle a fait ça? Heureusement, après 69 jours, le Seigneur m'a délivré. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai. Donc, voilà ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, derrière les portes closes.